Mais du coup, Yves, je suis obligé de réagir à ce que tu viens de dire parce que tu nous expliquais tout à l'heure que les régimes autocratiques étaient quelque part des destructeurs de valeurs. Là, dans un régime qui est quand même très démocratique, tu mets aussi en lumière l'une des faiblesses du système qui est, en gros, les politiques maximisent leur fonction d'utilité et donc pensent court terme pour se faire réélire. En faisant ça, ils bloquent les réformes fondamentales qui nécessitent le pays. Donc est-ce que, à l'inverse, la démocratie ne risque pas aussi de mettre en péril tout simplement le bien-être des gens qui y habitent? En fait, le grand problème, là où l'autocratie et la démocratie se rejoignent peut-être, c'est dans la propension à politiser les choses, à politiser les choix. Et je pense que vraiment, quand on doit faire des choix concrets, on ne doit pas y aller de manière idéologique. On ne doit pas y aller en se disant « ça c'est bien et ça c'est mal ». On doit y aller en se disant « est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ». Il faut dépolitiser les grandes décisions. Il faut avoir des principes, il faut avoir une sorte de colonne vertébrale qui permet... Tu sais, les pères fondateurs des États-Unis ont fait quand même un travail admirable. Ils ont une constitution qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui a des défauts. Qui défend du bec et ongle en plus. Auquel ils tiennent beaucoup. Et qui en fait pose le rôle des différents acteurs et ne disent pas que c'est à l'État de gérer l'économie, que l'État doit avoir une opinion sur la santé, que l'État doit avoir une opinion sur le bien et le mal, que l'État doit avoir... Ben non. C'est un équilibre de pouvoir où les choses doivent être faites dans l'intérêt du peuple et pas dans l'intérêt du bien et du mal. En France, on a beaucoup décidé à plusieurs reprises que la finance était mal. Et comme la finance est mal, les banques françaises, on leur a rogné les ailes sans arrêt. Et on se retrouve avec une dimension en moins. Ensuite, on a décidé qu'Internet, c'était mal. Ensuite, on a décidé que la crypto, c'est mal. Ensuite, on va décider que l'IA, c'est mal. Et on va la réglementer alors qu'on n'a pas encore ressenti le besoin de la réglementation. C'est déjà fait au niveau européen. Voilà. Mais il faut comprendre que la réglementation, c'est un mal nécessaire. L'État lui-même, c'est un mal nécessaire. Il est nécessaire d'avoir un État sur certaines dimensions. Il y a d'autres dimensions où on peut se passer de ce mal-là. On peut se passer de l'État. Ce n'est pas l'État qui doit nous dire... L'État ne dit pas à un chirurgien comment procéder à une appendicectomie. L'État prétend me dire comment investir. Il prétend me dire que le Bitcoin, c'est mal. Et il me fabrique une réglementation extrêmement sophistiquée qui ne sert à rien du tout, sinon à mettre des bâtons dans les roues des investisseurs et des professionnels. Qu'on laisse faire les professionnels, qu'on laisse faire la concurrence, qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas des situations extrêmement dangereuses de concentration qui se produisent, mais l'État ne peut pas avoir raison sur tout. Et s'il décide de tout, très souvent il fera des erreurs et c'est très difficile à l'État de revenir en arrière. Surtout en matière de réglementation. Yves, on va revenir à toi. Une question que j'adore poser aux investisseurs qui viennent sur ce plateau, c'est comment ils investissent leur argent personnel. Puisqu'il y a ce qu'on fait, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Moi, j'ai créé Finari parce que j'ai parlé à un banquier privé qui m'expliquait qu'il investissait, il avait un appartement et 200 000 € en cash sur son compte, alors qu'il venait de me vendre une allocation très compliquée. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais avec ton argent? Alors moi, ce que je fais avec mon argent, d'abord, je détiens Tobam. Tobam, c'est une entreprise qui est très sensible au marché des actions. Donc, quelque part, je me suis créé une exposition actions par l'intermédiaire de mon bien professionnel. Je n'ai pas besoin de détenir énormément d'actions par ailleurs. OK ? Et par ailleurs, je vais essayer de détenir des biens qui me diversifient par rapport à ce premier bien. J'ai compris que ça t'intéressait, la diversification. Voilà. Donc, je ne vais pas essayer de rajouter trop de fois la même chose. Et donc, aujourd'hui, effectivement, une grosse partie de mon patrimoine, c'est mon entreprise. Et le reste de mon patrimoine, c'est plutôt du Bitcoin. Dans les banques privées classiques, les seuils d'entrée se comptent souvent en millions d'euros. Les conseillers sont biaisés, ils vont avoir tendance à pousser les produits maison chargés en frais. Résultat, vous payez très cher pour un service qui n'est pas aligné avec vos intérêts. Chez Finari One, on propose une tarification transparente et dégressive, un accès à des solutions exclusives comme l'assurance vie luxembourgeoise, le private equity, les hedge funds évidemment, mais aussi le crédit lombard, et bien sûr le pilotage complet via l'app Finari que vous connaissez déjà.
Finary One, c'est la solution gestion privée sans les contraintes de la banque privée. C'est la solution dont je rêvais avant de créer Finary. Notre équipe est constituée d'anciens banquiers privés et d'anciens family officers qui ont accompagné des fortunes allant jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros. Si vous recherchez un accompagnement aligné avec vos valeurs, transparent et moderne, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour nous transmettre votre profil. Justement, tu me disais un point qui est hyper intéressant et qui est important de comprendre et qui fait d'ailleurs très peur, c'est comment on détient sa crypto. Alors moi, je vais aller un peu contre le slogan, un des slogans les plus répandus dans le monde du Bitcoin. Moi, je ne détiens aucun Bitcoin moi-même. Et je pense qu'effectivement, c'est une fausse bonne idée. Je pense que le Bitcoin vaut mieux la détenir par des fonds. Je pense que ce qui est important, le Bitcoin, c'est la décentralisation de sa gouvernance et pas la décentralisation de sa détention. Je pense que la manière la plus tester de détenir un actif sur cette planète, c'est les fonds. Si tu veux t'investir dans l'immobilier, il ne faut pas acheter 15 appartements, il faut acheter un fonds immobilier. Si tu veux investir dans l'obligataire, il ne faut pas acheter 25 ou 85 ou 850 obligations, il faut acheter un fonds obligataire. Et je pense que si tu veux te sensibiliser au Bitcoin, il y a des raisons de penser que les professionnels de la détention seront mieux outillés que toi pour détenir les Bitcoins que si tu les détenais en direct. Donc moi, ça fait assez longtemps que ma religion est faite là-dessus et que je pense que la détention non intermédiaire de Bitcoin est une fausse bonne idée. C'est une idée qui est dangereuse à plein d'égards. Elle est dangereuse au niveau de la sécurité des Bitcoins. Tu peux les perdre. Si t'arrive quelque chose, tes héritiers peuvent avoir des problèmes. C'est dangereux parce que ça va susciter la convoitise. C'est comme le cofondateur de Ledger. Voilà, donc c'est un peu comme détenir de l'or dans ta villa. Si tu as une villa ou un appartement puis tu détiens des lingots d'or, c'est plus dangereux que de détenir des ETF investis dans l'or. C'est dangereux au niveau fiscal, parce qu'effectivement, la fiscalité du Bitcoin en direct est beaucoup plus pénalisante que la fiscalité des valeurs mobilières. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si tu détiens des bitcoins dans le format de fonds, ce sont des valeurs mobilières. Donc, tu peux reporter des déficits, tu peux compenser tes plus-values et tes moins-values. Si tu fais une plus-value sur le bitcoin et une moins-value sur LVMH, ça se compense. Alors que sur le bitcoin, sur les cryptos, c'est isolé. Tu as aussi des taux de... si tu es faiblement imposable en général, tu ne payeras pas forcément les 30%, alors que sur le Bitcoin, tu paieras les 30%, même si tu n'es pas imposable par ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas optimal de détenir les Bitcoins en direct. Et je pense que vraiment, c'est plein de bonnes intentions quand on dit « not your keys, not your coins », mais je pense que c'est une très mauvaise idée de détenir ces Bitcoins en direct. Et c'est une idée qui est même contre-productive, parce que ça s'oppose à la grande diffusion du Bitcoin. L'achat et la détention de Bitcoin tout seul, c'est encore quelque chose qui, technologiquement parlant, n'est pas à la portée de tout le monde. Alors qu'acheter une valeur mobilière, c'est vraiment extrêmement simple. Et je pense qu'à force de dire « not your keys, not your coin », quelque part, on donne raison aux régulateurs fous, à la BCE, qui en fait se contente d'interdire les ETF en Bitcoin, alors que le meilleur service à rendre à l'épargnant européen aujourd'hui, ce serait de dire, écoutez, évidemment qu'il faut des ETF, des bitcoins sous format d'ETF. C'est évident.